Maintenant que nous sommes une société établie, introduite en bourse, qui va bien, on fait beaucoup de croissance, on a fait plus 80% de croissance sur le premier semestre de cette année comparé au premier semestre de l'année dernière. Cette croissance, il faut la financer. Donc pour nous, maintenant que nous sommes cotés en bourse, ce que nous attendons du PEA-PME, c'est une augmentation de la participation de particuliers au capital de la société, ce qui augmente la liquidité bien sûr, mais qui surtout facilite le financement de notre société, qui est fondamentalement une société hyper innovante. Nous investissons essentiellement dans l'innovation, dans la R&D. Donc nous attendons de cette mesure une augmentation de la participation des particuliers dans ce financement à l'innovation et ce financement à la croissance de notre société. Un carburant fiscal comme le PEA-PME est bien évidemment le bienvenu dans ce contexte, puisque drainer une partie de l'épargne des particuliers notamment, soit directement, soit via des fonds dédiés, était primordial pour réanimer ou relancer une dynamique. Alors, juste un point quand même, ne considérons pas que les particuliers avaient déserté la bourse, ce n'est pas le cas. Les particuliers ont continué, même pendant les 5 ans que nous venons de traverser, d'investir dans les PME ETI en bourse, notamment au travers des introductions en bourse. Mais le PEA-PME devrait effectivement les inciter à intervenir encore davantage dans ces entreprises, soit au moment de l'introduction en bourse, soit ensuite lorsqu'elles feront appel au marché. Puisque moi, je crois beaucoup aussi à ce produit comme booster ou catalyseur pour l'utilisation par les PME ETI des marchés une fois qu'elles sont cotées. C'est un des grands regrets que j'ai à l'heure actuelle, c'est que la plupart des entreprises qui ont fait l'investissement pour venir en bourse, donc qui ont fait un investissement en temps, en argent, en énergie pour se coter, utilisent très très peu ensuite les marchés financiers pour financer leur croissance. Donc parmi les objectifs, il faut y remédier, et le fait d'avoir un outil à disposition pour drainer cette épargne, y compris en offre, ce qu'on appelle en offre secondaire, donc en augmentation de capital, est évidemment une bonne chose. S'il est particulièrement le bienvenu, c'est que d'un point de vue macroéconomique, on dit déjà depuis un certain temps qu'il faut qu'un relais soit pris par le marché pour irriguer, pour financer l'économie et les entreprises, que les banques ne pourront plus tout faire, qu'elles ont des contraintes qui les empêcheront de tout faire, et qu'il faut que le marché prenne le relais. Bon, c'est très bien de dire ça d'un point de vue macroéconomique. Le problème, c'est de trouver concrètement les outils qui permettent de le faire. Et les outils qui permettent aux particuliers, via des intermédiaires, de financer les entreprises, c'est-à-dire finalement d'investir en actions, il n'y en a pas énormément. Dans notre système, il y a le PEA, mais le PEA, ça n'est que 80 milliards, et il était limité parce qu'il avait un montant qui n'avait pas bougé depuis un certain temps, donc le passage de 132 000 à 150 000 euros du PEA est une bonne chose, même si rien que l'inflation aurait conduit, comme nous l'espérions, à aller encore un peu plus loin, mais il faut toujours prendre ce qu'on vous donne et avec le sourire. Comme autre instrument, on a l'épargne salariale. C'est une chose qu'on ne sait pas beaucoup, mais l'épargne salariale, qui représente pas loin de 100 milliards maintenant, est investie à 50% en actions. C'est un outil action. Il pourrait y avoir l'assurance vie si elle était investie un peu plus en actions. Elle est investie qu'à 7% en actions. Alors c'est un chiffre dont on discute éternellement, mais ce n'est pas beaucoup. Il y a une table ronde cet après-midi qui reparlera peut-être de ce sujet-là. Et donc on manque d'instruments, et on manquait d'instruments spécifiques côté PME. Donc le PEA-PME vient remplir un vide qui permet aux épargnants, et aux épargnants particuliers, d'aller investir dans des PME via des instruments qui vont leur permettre de faire ce financement. Il est important de repartir des chiffres qui sont d'ailleurs compliqués à trouver et à avoir suffisamment précis en tête. Il se trouve que nous avons remis au mois de février de cette année un rapport important qu'on a intitulé FINECO, Financement de l'économie et des entreprises, et qui s'est efforcé justement de faire un chiffrage des besoins de financement de l'économie et des entreprises en France, y compris des PME, ETI, et dont je vous rappelle qu'il avait établi 3 constatations essentielles. Premièrement, ça a été dit et redit, une évolution vers un mode de financement nouveau en Europe et en France, moins de financement bancaire
et plus de financement de marché, avec au passage, ce que nous soulignons dans ce rapport, le risque de fragiliser le financement des PME-ETI, notamment dans cette mutation. Deuxièmement, le renchérissement prévisionnel du coût des crédits bancaires, peut-être que Pierre de Lauzun nous confirmera à travers notamment les conséquences de Bâle III, plus 100 à 200 points de base étalés sur plusieurs années, mais un renchérissement du coût des crédits bancaires, et dans le même temps une difficulté plus grande pour les compagnies d'assurance à investir en investissement long du fait de Solvency II. Et enfin, troisièmement, nous avons estimé, alors je pense que ce sera utile un jour de voir si ces chiffres sont suffisamment précis et justes, nous avons estimé des besoins de financement supplémentaires des entreprises françaises du fait de ce nouveau contexte à environ 80 milliards d'euros par an à partir d'aujourd'hui, à partir de 2012, ce qui représente tout de même 8% de la valeur ajoutée de l'économie française, et les besoins des PME-ETI montant de 10 milliards d'euros aujourd'hui en matière de besoins de financement en fonds propres à 20 milliards en 2020, un doublement des besoins de financement en fonds propres des PME-ETI. Je voudrais juste ajouter quelques autres chiffres qui sont également, à mon avis, extrêmement intéressants et qui vont expliquer pourquoi le PEA-PME est une réponse parmi d'autres, mais une réponse qui compte. D'abord, toujours rappeler que 92%, c'était 95-92% du financement des PME-ETI en France est encore assuré par les crédits bancaires, qui au passage ont maintenu leur crédit dans la crise. Ça représente 80 milliards d'euros de flux annuels de crédits apportés aux PME-ETI. C'est d'ailleurs intéressant de voir que les chiffres se ressemblent. En face, seulement 1,5 milliard d'euros levés sur Alternext. Comparaison des investissements boursiers à aujourd'hui par rapport au crédit bancaire. On parlait de besoin de carburant. C'est une évidence, il va falloir booster les dispositifs de financement de marché dont on va avoir besoin. C'est clairement, de notre point de vue, une bonne idée. Pourquoi une bonne idée? Parce qu'effectivement, on est dans un contexte qui, comme on l'a signalé, est un contexte dans lequel toutes les évolutions de réglementation prudentielle, comptable et autres vont dans le sens d'un rôle plus grand des marchés. Alors, sans aller au niveau américain où les 3/4 du financement de l'économie se font par les marchés, on est dans un contexte où ce rôle va s'accroître. C'est-à-dire le rôle du financement bancaire va comparativement se réduire et le rôle du marché s'accroît. Donc tous les outils qui, je dirais, acclimatent l'utilisation du marché de façon croissante vont évidemment dans le bon sens. C'est quelque chose dont le gros de nos compatriotes ne sont pas du tout conscients. C'est une mutation mentale considérable. Je prends un exemple dans un domaine qui n'a rien à voir avec les PME, mais nos collectivités locales ne se financent pratiquement pas sur le marché. Les collectivités locales américaines ne se financent que sur le marché. Donc on est, je dirais, dans deux mondes tout à fait différents. Donc nous avons besoin d'aller dans ce sens-là. Ça vaut pour les produits de dette, c'est-à-dire en l'espèce des obligations. Donc on a un problème de savoir comment populariser beaucoup plus largement l'investissement obligataire, mais évidemment ça va d'abord pour les actions. Parce que dans les actions, le nouveau système Bâle III, confirmant d'ailleurs une évolution antérieure, exclut pratiquement que pour une banque, c'est un sens quelconque d'acheter des actions, pratiquement. Comme par ailleurs, une autre source majeure qui était les assureurs se trouve dans des situations beaucoup plus difficiles pour acheter des actions, c'était les grands opérateurs d'actions d'il y a 10 ans, 15 ans ou autres, qui se trouvent l'un éliminés et l'autre très, très sensiblement réduit. Or, les actions sont la forme d'investissement non seulement totalement indispensable, la seule à financer le risque, la seule à financer le futur, mais je dirais aussi c'est la seule forme qui permet un rapport participatif. Parce qu'on oublie toujours ça, le mot action, on va vous rappeler le mot non, on voit action, bon, très bien, le mot anglais qui est cher, rappelle l'idée que c'est une part, c'est-à-dire qu'il y a une association. Celui qui achète une action prend sa part de risque et donc sa part de peine et de joie de l'entrepreneur. Celui qui prête ne le fait pas au même degré, puisqu'il prête avec un droit juridique à être remboursé.